qu'on tient. À ça se rajoute aussi des pénibilités. Alors on parle beaucoup, à juste titre, des nouvelles pénibilités évoquées avec le stress, les RPS, mais il y a, on voit aussi, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur cette notion de progrès, et là où on bute quand même, par justement du fait, je reviens sur la question du client, sur le retour de pénibilité classique. Par exemple, dans des entreprises de transport, il faut que le matériel roulant, les trains, les métros, les bus, soit disponible plus longtemps. Parce que les heures de pointe augmentent. Les gens ayant des horaires plus compliqués, ayant des temps de transport importants, habitant loin, alors c'est vrai notamment en région parisienne, loin souvent de leur lieu de travail. Donc du coup, en fait, pour maintenir en état de fonctionnement ce parc roulant, bah, voilà, on redécouvre et on redéveloppe du travail de nuit sur de la maintenance ferroviaire, de la maintenance de matériel roulant, pour que le coût soit moins cher pour le client qui, par exemple, si on prend le train, le client c'est le conseil régional qui verse une subvention. On construit des ateliers finalement assez légers où les gens sont très peu abrités, par exemple, où on travaille beaucoup dans certains endroits en plein air, des choses comme ça. Et finalement, il y a tout un retour de ces pénibilités classiques parce que la pression du client, parce que faut faire plus vite, parce qu'il faut faire tout en même temps, qu'il faut produire plus et plus vite avec à la fois moins de moyens, et ça se traduit par pour le salarié avec moins de respiration, moins de protection, moins de reconnaissance. On lit beaucoup, on entend beaucoup de choses sur, effectivement, sur ces carences en matière d'organisation du travail. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un besoin j'ai envie de dire, d'imagination autour de comment on organise autrement le travail, et qu'on sorte, je le dis y compris surtout peut-être pour la gauche, un peu de l'alibi finalement de la fatalité. Et sortir de l'alibi de la fatalité, c'est par exemple ne pas accepter idéologiquement des petites phrases comme finalement il faut accepter cette situation, sinon on est contraint de disparaître pour une entreprise. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, on ne mise uniquement que sur la concurrence par le coût du travail, par exemple? Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un débat actuel. On dit, nous, souvent, au Parti Socialiste, pas très original, mais que voilà, qu'on préfère mettre nos produits de qualité, les monter en gamme dans l'industrie, les innovations, les brevets, en concurrence plutôt que les salariés. Et que ça, c'est des choix politiques importants, qu'on n'est pas obligé de subir l'état du monde. Que dire nous sommes dans un système concurrentiel, oui, et alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met en concurrence, qu'est-ce qu'on met, sur quoi on joue la différence. Il y a cette résistance un peu à la limite de la fatalité, et puis cette résistance aussi à l'arrogance du modèle unique. Le côté, il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas s'en sortir autrement, les autres le font, donc il faut qu'on fasse pareil, donc il faut qu'on joue sur le même terrain. Et qu'il me semble que pour la gauche, tout l'enjeu, c'est en quelque sorte de changer de terrain de jeu, de terrain de bataille. Dire, voilà, c'est pas par le coût du travail, voilà, c'est d'autres choses qu'on souhaite mettre en avant. Voilà, alors peut-être que je peux en venir, pour qu'on avance un peu sur, enfin j'avance un peu d'ailleurs, sur, une fois que j'ai dit tout ça, et que je pense qu'on est pour nous nombreux à partager, on pourra échanger, c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que propose le Parti Socialiste, et peut-être que dans les échanges qu'on aura, vous aurez en tête d'autres propositions faites par vos précédents invités, sur lesquels vous aurez envie qu'on échange. Alors, je vais essayer de faire les choses en
3 temps. Premier élément dans les propositions, mais je pense que tout le monde les a à l'esprit, je les redis peut-être que portait François Hollande pendant cette campagne. Je veux en reprendre quelques-unes qui rentrent, me semble-t-il, dans l'échange que nous avons aujourd'hui. Le premier, alors ça va peut-être vous surprendre que je commence par ça, parce que je vais vous dire, finalement on revient toujours à la question de l'emploi. C'est pas qu'on revient toujours à la question de l'emploi, mais c'est que les deux me semblent évidemment liés. C'est-à-dire que le travail va d'autant plus mal que l'emploi va mal. C'est-à-dire que le salarié d'autant plus... non, je vois que monsieur n'est pas d'accord, donc on aura un bon échange. Alors je vous donne juste mon point de vue. Je vous donne juste mon point de vue, c'est-à-dire que le salarié est encore plus fragile, plus faible quand on a un chômage élevé, qu'il est encore plus seul. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Après, je ne dis pas pour me défausser ou nous défausser collectivement sur, puisqu'il y a un chômage très élevé, puisqu'il y a un vrai enjeu d'emploi, attaquons-nous d'abord à l'emploi et on verra après la question de la santé, la question des nouveaux risques, tout ça, finalement, c'est un peu un supplément d'âme et un luxe. Le jour où on aura le plein emploi, on pourra s'y intéresser. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est encore justement plus dur dans le travail quand il y a ce contexte de concurrence, de fragilité, quand en plus culturellement on est martelé, on nous martèle, c'est pas très français, on nous martèle le débrouille-toi tout seul, enfin y compris les publicités, tout ce que véhiculent les séries télévisées, la télé-réalité, tout ça. Enfin, c'est quand même assez marrant que au moment où justement les entreprises, notamment les grandes entreprises, parce que là aussi on pourrait revenir sur la différence entre les petites et les... Enfin, on peut revenir sur plein de choses, donc évidemment c'est un peu général, donc je comprends que ça puisse un peu faire tiquer ce que je dis, parce que ça reste très général, mais quand on voit de grandes entreprises s'organiser de plus en plus par filiales, externaliser de plus en plus, sous-traiter de plus en plus, il y a des choses qui se comprennent tout à fait. Moi, j'ai encore une fois pas une vision punitive ou absolument critique, c'est pas ça. Mais on voit cette espèce de dilution de responsabilité, et en même temps, le salarié, on lui a jamais autant dit qu'il était responsable de sa situation individuelle que le mec qui est au chômage. Finalement, il est responsable s'il se battait un peu plus, etc., etc. Et tout ça gangrène quand même la société. C'est pour ça que vraiment, ces dernières années, souvent je dis, voilà, depuis 5 ans, c'est plus que 5 ans, tout ça est plus compliqué, de plus longue durée. Même si je pense que ces 5 dernières années ça a été instrumentalisé, et c'est plus profond que ça. Cette espèce voilà, on se retrouve confronté à un dilemme, une contradiction sur la responsabilité. C'est, je caricature là aussi, donc monsieur va me reprendre, il aura raison, c'est le gars qui est au fond de la mine qui est responsable de tout, quoi. Enfin, il y a un petit peu ça quand même dans l'ambiance. Et moi, j'apprécie beaucoup, comme d'autres, j'imagine, les travaux d'Alain Supiot. Et dans son livre L'Esprit de Philadelphie, il y a une formule que moi j'aime beaucoup, qui est en gros ces dernières années, le rapport finalement entre dans la sphère du travail, mais dans d'autres, c'est déplacé de la loi au lien. Alors on pourrait parler aussi du bouleversement de la hiérarchie des normes. Là je m'éloigne du sujet, mais ça fait partie aussi des éléments sur lesquels le gouvernement travaille aussi. Il va travailler avec les organisations syndicales sur le fait de remettre tout ça d'aplomb, parce que là aussi on bouleverse l'équilibre et on laisse encore plus seul le salarié. Et dans son livre auquel je fais allusion, Alain Supiot cite une phrase de la philosophe Simone Veil qui écrivait en 1936, quelque chose que je trouve tout à fait pertinent. S'il fallait à la fois subir la subordination de l'esclave et courir les dangers de l'homme libre, ce serait trop. Et en fait, c'est dans ce trop qu'on est là. C'est-à-dire que voilà, c'est à ça qu'on est confronté, c'est dans ce trop que des millions d'hommes et de femmes tentent de se débattre. Alors oui, je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça, je me suis un peu échappée. À cause de propositions, oui, mais à cause du lien entre emploi et travail. Oui, voilà, à cause de monsieur. Voilà. Non, mais ça m'a permis de citer Alain Supiot, donc je suis contente. Voilà, j'avais voulu le passer. Mais et oui, donc pour justifier le fait que j'allais quand même dire des trucs sur l'emploi, mais on peut passer vite, une des propositions qui était importante et qui est aussi importante
pour la gauche parce que elle parle réellement, ça fait partie des propositions en matière sociale qui sont clairement compréhensibles et qu'une grande partie de l'opinion publique s'est appropriée. C'est ce qu'on disait sur la lutte contre les licenciements boursiers. Alors encore une fois, au-delà de la difficulté de la mise en œuvre d'une part, d'autre part du fait que ça ne règle pas tout et que les millions de chômeurs, ce ne sont pas tous des millions de chômeurs issus des grandes multinationales. Donc avec tous ces bémols-là, c'est aussi, je pense, important que le politique donne des signaux fort du côté duquel il se situe et qu'il envoie des messages. C'est pour ça que je fais ce lien parce qu'il y a besoin ce besoin de réassurance que la gauche politique et donc la gauche socialiste doit aussi à son électorat. Donc il y a la proposition de renchérir le coût du licenciement pour les entreprises qui licencient tout en versant des dividendes à leurs actionnaires. Et deuxième proposition qui va avec, c'est donner la possibilité aux salariés de saisir le tribunal de grande instance en cas de comportement de direction d'entreprise qui sont contraires à l'intérêt manifeste de cette entreprise. Et c'est le cas notamment d'entreprises qui déménagent nuitamment du matériel, il y a plusieurs exemples comme ça, et moi ça me semble un signal important. Le deuxième point que je voulais reprendre dans les propositions de François Hollande, qui s'inscrivent dans finalement comment le politique reprend la main, et comment, voilà, et ça c'est un élément, je pense, important, cette recherche de dire le politique reprend la main et on n'est pas condamné à subir. On a ces débats sur les marges de manœuvre. Reprendre la main, ça ne veut pas dire que tout est facile. C'est le débat européen d'aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce qu'il en sortira. L'importance, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que le gouvernement mène bataille contre la vision d'une Europe austère et d'une Europe de l'austérité. Après, principe de réalité, sur les gouvernements, sur la majorité des gouvernements en Europe sont des gouvernements de droite. Alors certains sont confrontés à de telles difficultés que les choses bougent, mais qu'il y a à un moment donné un rapport de force qui fait que ça reste compliqué. Mais au moins de s'engager jusqu'au bout et de mener bataille. Alors, je prenais ce premier exemple sur les licenciements boursiers. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est la lutte contre la précarité dans l'emploi, parce que là aussi, je me permets de faire le lien entre travail et emploi. Typiquement, la précarité est en quelque sorte l'enfant de la crise de l'emploi et de la crise du travail. Première des propositions dans cette famille-là de propositions pour lutter contre la précarité, c'est augmenter les cotisations sociales pour les entreprises qui abusent des contrats précaires. Alors tout ça reste pour l'instant général parce que ça doit faire l'objet de discussions au sein de la conférence sociale qui doit se réunir dans les jours qui viennent en associant les partenaires sociaux et le gouvernement. Et là aussi, c'est envoyer le signal que les baisses ou les exonérations de cotisations sociales, c'est pas un dû, et qu'à l'inverse, ça peut être un levier, c'est comme la fiscalité, hein. C'est un levier qui permet aussi à un moment donné de sanctionner ce qu'on considère être comme des dérives par rapport à l'équilibre social qu'on souhaite.